La Côte d'Ivoire est un pays en chantier des travaux de la baie de Cocody au 5e pont, en passant par le 4e pont qui reliera Yopougon à la commune du Plateau. Le président Alassane Ouattara met en œuvre ses perspectives prometteuses pour le pays. Mais au niveau du secteur privé et de la politique sociale, plusieurs défis se présentent. Ces défis, on en parle maintenant avec nos deux invités, l'honorable Dassanson, député de la Nation et président de la jeunesse du RHDP, le parti au pouvoir. Face à lui, M. Augustin Couillot, journaliste et analyste politique. Merci, monsieur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Honorable, je commence par vous. Le président Alassane Ouattara a annoncé une augmentation du SMIC qui passe de 60 000 francs CFA à 75 000 francs CFA. Alors, qu'est-ce que cela représente face à la cherté de la vie aujourd'hui? Je voudrais vous remercier pour cette question qui fait l'actualité, parce que l'augmentation du SMIC, si on veut faire l'historique, est passée quand même de 36 000 à 60 000 pour être aujourd'hui à 75 000. Et si vous avez bien noté, c'est un passage qui témoigne d'une nécessité. Et si on nous pose la question aujourd'hui de savoir ce que ça représente face à la cherté de la vie, je dirais sans embâche que c'est une solution à la cherté de la vie. Certainement qu'on nous demandera si c'est suffisant pour pouvoir juguler la crise liée à la cherté de la vie. Je dirais dans toutes les situations, aucun moyen ne permettra de trouver une solution objective. C'est déjà un pas assez important que l'État de Côte d'Ivoire ait pensé à améliorer les revenus des citoyens ivoiriens. Et vous aurez remarqué qu'en plus de l'augmentation du SMIC, les salaires ont été revalorisés, le pouvoir d'achat des Ivoiriens a été augmenté pour espérer atteindre le niveau de l'augmentation de la vie, pour ne pas dire la cherté de la vie, qui est du reste un phénomène mondial, pas propre à la Côte d'Ivoire. Alors, M. Augustin Couillot, on passe de 60 000 francs CFA à 75 000 francs CFA. Qu'est-ce que cela représente? C'est une bonne chose pour les travailleurs du pays, pour les travailleurs du secteur moderne, dans la mesure où ça leur permet de gagner, disons, 15 000 mensuellement. Si pour ceux qui étaient peut-être à 60 000, pour les autres, il y a l'augmentation générale du salaire, mais la question du SMIC est importante puisque les centrales ou les syndicats le réclamaient depuis plusieurs années. Et effectivement, donc c'est une bonne chose pour les travailleurs. Mais la Côte d'Ivoire ne se limitant pas aux travailleurs, parce qu'on sait que notre pays, l'économie de notre pays est beaucoup plus informelle. Il est évident qu'il y a quand même une importante frange de la population qui n'est pas concernée par les questions de l'augmentation des salaires ou d'augmentation du SMIC. Mais ce que je voudrais ajouter à titre personnel en tant qu'observateur et aussi dans mes lectures, on peut comprendre que cette augmentation du SMIC peut être un peu problématique pour certaines entreprises, notamment au niveau de l'investissement et au niveau des nouveaux recrutements. Parce que si le travail devient plus cher, il est évident que le chef d'entreprise va regarder par deux fois. S'il devait recruter 3-4 personnes, il va peut-être recruter une seule personne, ou bien chercher à remplacer les hommes par des machines qui n'ont pas besoin d'augmentation des salaires. Et puis, deuxième chose, alors nous sommes dans un environnement sous-régional et si la Côte d'Ivoire galope en tête avec un SMIC élevé, il est évident que ça va entraîner un afflux de migrants vers la Côte d'Ivoire des gens vont dire
quelqu'un qui a le SMIC, par exemple, dans un pays que je ne voulais pas citer, peut-être à 40 000, l'ouvrier préférera venir en Côte d'Ivoire et il trouvera tous les moyens de venir, même si l'immigration est régulière ou elle n'est pas régulière, il viendra pour essayer de gagner un peu de ce que les gens viennent de mettre en Côte d'Ivoire. Et donc, je me souviens d'un chef d'État qui était un peu réticent à augmenter parce que pour lui, ça entraînerait... Voilà. On vous a bien compris, voilà. M. Couillot. Alors, honorable, aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu pour les entreprises pour que cette décision puisse être implémentée au sein des différentes structures privées? Qu'est-ce qui est prévu? Vous savez, lorsqu'on prend une mesure assez importante comme l'augmentation du SMIC, c'est ce que M. Couillot disait, ça crée une situation d'afflux des pays voisins, par exemple, ou bien d'autres structures qui trouvent que la mesure est tellement bonne et que ça apporte tellement d'ouverture. Donc, ça crée une sorte de concurrence. Il appartient, de mon point de vue, aux différentes fêtières des organisations interprofessionnelles de s'approprier cette ouverture qui leur a été faite et puis permettre que la décision qui a été prise, qui est une décision réglementaire, que cette décision puisse s'appliquer effectivement. Parce qu'il faut craindre aussi qu'il y ait une réticence de la part des chefs d'entreprise à ne pas respecter la mesure réglementaire qui a été prise. Voilà pourquoi il est important de créer les conditions de protection de ces salariés qui sont exposés au refus ou bien encore à une difficulté d'application de la mesure. Tout compte fait, c'est une décision réglementaire, c'est une loi de l'État et une loi de l'État doit pouvoir s'exécuter. Et je veux compter sur le bon sens de l'ensemble des travailleurs ivoiriens qui sont des chefs d'entreprise, donc des responsables et soucieux du respect des lois. D'accord. Et M. Couillot, votre contribution sur le même sujet? Oui, mais je pense que c'est vrai. Les travailleurs, les fêtiers doivent s'organiser pour que ces mesures s'appliquent, pour que les malins, des chefs d'entreprise un peu malins ne concluent pas des deals avec, en dessous des tables pour continuer de payer le SMIC passé, qu'on a laissé tomber. Donc il y a un contrôle que l'État doit exercer, il y a aussi un contrôle que les syndicats et autres doivent exercer pour pour montrer que ces mesures sont effectivement appliquées. Mais quand je le dis pour les entreprises, c'est parce que l'État a obligation de promouvoir le côté social, disons, pour les travailleurs, mais aussi la protection des entreprises. Si voilà, les entreprises ne peuvent plus, parce que leur fonds ou leur budget étant limité, ou bien s'ils se rendent compte que cette mesure impacte gravement leur marge, il est possible que soit ils répercutent sur les biens et services qu'ils produisent pour retrouver un peu leur équilibre ou encore voilà. Donc, justement sur le même sujet, avec tout ce que l'État de Côte d'Ivoire fait pour les PME, pourquoi aujourd'hui 80% de ces PME-là meurent au bout de 3 ans? C'est un rapport, je dis. Selon vous? Bon, les PME ont les difficultés parfois, de façon générale, d'accès au crédit bancaire. C'est pas évident. Les banques ne leur font pas forcément très confiance parce que, bon, pour diverses raisons, les banques, vous savez, la plupart des banques ne sont pas des banques nationales. Donc, les gens cherchent à faire du profit. Donc, ils ne font pas beaucoup de crédit aux entreprises. Et puis, il faut aussi que l'État, parfois, quand les PME soumissionnent, qu'elles soient privilégiées, les PME nationales. Disons, je ne dis pas privilégiées, mais qu'on réserve un certain nombre de marchés aux PME nationales pour qu'elles ne disparaissent pas aussitôt créées. Parce que c'est ça, si tu n'as pas de marché, si les gens sont en concurrence directe avec les multinationales, il est évident que les multinationales qui
qui ont de l'argent, beaucoup d'argent, une trésorerie à flot, les PME ne tiendront pas, quelle que soit leur bonne volonté. Donc il y a une politique à faire pour promouvoir les PME nationales, soit en leur réservant des parts de marché, du marché public, de l'investissement public, et aussi en surveillant d'une certaine façon leur fonctionnement, parce qu'il y a des gens qui peuvent prendre l'argent de l'État et puis aller faire la fête ailleurs. D'accord, c'est compris. Honorable, M. Augustin Couillot a parlé entre autres de la facilité d'accès au crédit au niveau des PME. Alors pour vous aujourd'hui, pourquoi 80% des PME en Côte d'Ivoire meurent au bout de 3 ans? Donc moi je voudrais commencer par relever une inquiétude par rapport à l'accès aux petites et moyennes entreprises, au financement et puis à la part des marchés. Et j'ai bien apprécié l'état, le point que M. Couillot fait de la situation des PME, mais il est bon de relever qu'au niveau des marchés publics, il y a bien des facilités qui sont accordées aux petites et moyennes entreprises. En quoi consistent ces facilités? Il s'agit d'envisager un seuil qui permet aux petites et moyennes entreprises de pouvoir avoir accès au marché. Parce que lorsque le seuil est totalement élevé, ça élimine de facto les petites et moyennes entreprises. Donc, c'est une solution déjà que l'État a apportée à la question de disparition des petites et moyennes entreprises dès qu'elles sont créées. Mais le problème de la disparition des petites et moyennes entreprises dès qu'elles sont créées, bon, le chiffre de 80% me paraît vraiment élevé, oui, mais si c'est effectivement les 80%, les facteurs sont là, hein. Il faut voir le niveau de culture entrepreneuriale de la Côte d'Ivoire, des jeunes en Côte d'Ivoire, et manifestement notre niveau de culture entrepreneuriale, ce n'est pas faire injure à qui que ce soit si on dit qu'on n'est pas très élevé. Et l'entrepreneuriat mettant en relation 3 acteurs essentiels, l'intéressé lui-même, l'État et les banques, il va sans dire que chacun a sa part de responsabilité. Quel est le niveau de culture de l'intéressé qui veut entreprendre? Comment l'État a pu cadrer l'encouragement en tant que catalyseur à la création des entreprises? Et pour le peu que je sais en tant que parlementaire, je sais qu'en créant le CPC par exemple, l'État de Côte d'Ivoire a entendu faciliter la création des entreprises et créer des conditions au niveau des banques aussi qui sont là pour booster les petites et moyennes entreprises. L'État a créé des conditions pour cela. Et je ne vous apprends rien si je vous dis que dans pratiquement toutes les banques nationales aujourd'hui, il y a des directions consacrées aux petites et moyennes entreprises, des directions consacrées aux grandes entreprises. C'est pour vous dire que l'État a créé des conditions pour qu'il y ait la place pour les entrepreneurs. Il appartient aux jeunes de se former véritablement à la culture entrepreneuriale. Il n'y a pas de sujet sans difficulté, mais il appartient à chacun de nous de pouvoir faire un dépassement pour pouvoir s'adapter. Ben justement, quand vous parlez de formation, de la culture entrepreneuriale, et quand on parle du problème d'emploi, on remarque de plus en plus qu'il y a un nombre parfois pléthorique de candidats au concours d'entrée à la fonction publique, par exemple. Et est-ce qu'on peut dire que quand bien même toutes les actions menées par l'État, le message ne passe pas ou passe mal, on a l'impression que la voie de l'entrepreneuriat montrée par l'État n'est pas du tout regardée par les jeunes. Qu'est-ce qui est prévu à ce niveau? Moi, je veux déjà commencer par dire que le plus souvent, c'est une question de culture. Et vous savez que l'Ivoirien n'aime pas le risque. Créer une entreprise, c'est beaucoup de risques. Et dans notre culture, nous, on n'aime pas trop le risque. Ça, c'est une vérité qui peut fâcher. Il ne faut pas être si objectif, puisqu'il y a des jeunes entrepreneurs qui ont réussi. Mais je dis la plupart des Ivoiriens, ils n'aiment pas trop risquer. Et je me mets dedans, on n'aime pas trop risquer. On préfère le salaire parce qu'on considère que la fonction publique, c'est une garantie. Donc c'est cette garantie-là que nous sommes beaucoup plus préoccupés à rechercher plutôt que de risquer un investissement. Parce que vous voyez, les investissements, ce n'est pas toujours évident.
lorsque vous faites un emprunt, vous bénéficiez d'un prêt bancaire pour faire une réalisation et que dans vos études, vous avez mal apprécié, au lieu de faire un prêt à long terme, vous faites un prêt à court terme, alors que votre investissement c'est pour le long terme, c'est très clair que vous allez vous retrouver essoufflé parce que les moyens ne vont pas suffire pour supporter votre projet pendant longtemps. Voici autant de difficultés qu'on rencontre parfois. Les gens commencent et puis ils n'arrivent pas à terminer et on se retourne vers la fonction publique, là où il y a la garantie. Mais comme le président de la République a pris toutes les dispositions, je dis bien toutes les dispositions, pour qu'on puisse se rendre compte que la place de la jeunesse, ce n'est pas forcément la fonction publique, mais dans l'entrepreneuriat, là où on peut être riche. Alors, en déclarant l'année 2023, année de la jeunesse, je crois que c'est une opportunité qu'il donne à l'ensemble des jeunes de se cultiver à nouveau à la culture entrepreneuriale, ce qui serait bien. D'accord. Quand on parle de culture entrepreneuriale, on parle forcément de PME ou très petites entreprises. Monsieur Augustin Couillot, on a remarqué que beaucoup de PME sont dans l'informel en Côte d'Ivoire. Et comment emmener ce secteur, je parle bien de l'informel, à être beaucoup plus rentable pour l'État en sortant de l'informel? Bon, je pense que il y a des entreprises qui font du chiffre d'affaires, mais qui ne sont pas, qui ne travaillent pas à la régulière. Oui, justement, mais ça, il appartient, il y a quand même, je crois, le ministère du Budget, le ministère de l'Économie et des Finances, qui ont des directions qui sont chargées de récupérer, de faire en sorte d'encadrer. Il y a aussi les chambres des métiers et autres qui sont chargés d'encadrer ces groupes de travailleurs qui travaillent, on ne peut pas dire qu'ils ne travaillent pas. Les mécaniciens et autres pour les reverser dans le secteur moderne. C'est pas tout à fait évident parce que les gens, quand ils sont dans le secteur moderne, ils doivent faire face ils doivent payer les impôts régulièrement et donc voilà, il y a il y a quand même des contraintes. C'est vrai que c'est régulier, mais il y a des contraintes. Donc voilà, c'est par la sensibilisation, la formation. La sensibilisation, la formation. Et bon, je pense que, j'espère que le projet en cours, à savoir que bon, l'année 2023, année de la jeunesse, oui. Mais au-delà de l'année de la jeunesse, il y a on a parlé de l'école de la deuxième chance, mais tous ces gens qu'on va former, on ne va pas les laisser aller s'installer sous les hautes tensions et autres pour faire la mécanique, mais les aider. Ça veut dire qu'il faut alléger d'une certaine façon les procédures de création des entreprises, les procédures de création des entreprises avec au niveau du CPC. On a dit qu'on pouvait créer une entreprise en 48 heures. En 24 heures désormais. C'est pas évident. Hein, nous, on a essayé quelque chose, mais on va te demander d'abord au moins 8 papiers et pour réunir tout ça là. Maintenant, aller au CPC. Donc voilà, peut-être créer des cabinets, indiquer des cabinets aux jeunes qui vont faire le montage, au moins ne serait-ce que faire les petits montages pour aller jouer l'interface entre ces gens qui veulent créer les entreprises et le CPC. Parce que aller se livrer au CPC comme ça, là-bas, c'est pas évident du tout. Bon, je rappelle que le CPC, c'est le centre d'investissement et de promotion de l'investissement privé en Côte d'Ivoire. Voilà, donc je pense qu'il faut un encadrement pour que les gens puissent créer les entreprises formelles au lieu de les laisser comme ça. D'accord. La même question, honorable, comment essayer de réglementer pour que ces entreprises qui sont dans l'informel puissent être profitables à l'État de Côte d'Ivoire? Je crois qu'en créant déjà le code d'investissement qui contient plusieurs dispositions favorables à la création de l'entreprise, et plusieurs dispositions qui garantissent déjà l'épanouissement de celui qui prend l'initiative. Je crois que c'est un très bon début
pour pouvoir amener ceux qui sont dans l'informel à rejoindre le secteur formel. Manifestement, il va être extrêmement difficile dans un État comme le nôtre de demander à tout le monde de s'aligner sur le secteur formel immédiatement. Mais l'autre pan, c'est d'encourager le secteur informel à se régulariser. Parce que c'est la régularisation de ce secteur-là qui fait de lui un secteur formel. En se mettant dans le secteur formel, en se régularisant, en accomplissant tous les actes de procédure pour exister régulièrement, cela donne des garanties. Cela offre une protection et dans un État qui se veut moderne, il faut créer les conditions de la protection de l'ensemble des acteurs économiques. Et sans cela que rester dans le secteur informel qui ne garantit rien aux pratiquants de cette matière n'est pas une solution, on ne doit pas encourager. Mais en même temps qu'on le dit, ce sont les conditions qu'il faut regarder, comme l'a dit M. Kyo, et j'adhère à cela. Les banques, par exemple, devraient pouvoir être plus flexibles et permettre les prêts à des taux vraiment réduits, avec un contrôle accru, même si il y a une sorte d'exacerbation lorsqu'on fait les prêts, mais une personne qui prête ne prête pas pour perdre. Il faut bien que cette banque-là puisse entrer en possession de ses fonds. C'est bien compris. Monsieur Longlade d'Assassin. Nous allons maintenant parler de la politique sociale. On le sait, il y a un budget de 11 milliards de francs CFA. Vous êtes député de la Nation. Vous avez forcément voté ce budget-là qui a été voté à l'Assemblée nationale pour le compte de l'année civile 2023. Et comment est organisé le système de sécurité sociale avec ce budget? Autrement dit, comment ce budget pourrait toucher le quotidien des populations démunies? Je parle de cette famille, peut-être au niveau d'Abobo PK18 ou bien de Yoyo Pougon, Katimami Fete. Il ne faut pas stigmatiser en voyant seulement les plus démunis. Un budget, c'est pour l'ensemble de la population. Et comme c'est pour l'ensemble de la population, les réalisations qu'on fait, les investissements qu'on fait avec le budget, c'est pour l'ensemble de la population. Pour caricaturer un peu, c'est un panier dans lequel on y met des oranges, des mangues, tous les fruits que vous pouvez imaginer, de qualité. Et puis, chacun se bat en fonction des moyens que l'État met à la disposition pour pouvoir se prendre un fruit ou deux ou trois selon la stratégie que chacun développe. Donc le budget qui a été voté pour cette année, son exécution concerne aussi bien les infrastructures économiques, les infrastructures routières, le volet social, le volet de la jeunesse. Bref, tous les aspects de la société ivoirienne sont concernés par ce budget. Et comme tous les aspects sont concernés, ça veut dire que la population ivoirienne appartenant à chaque secteur est touchée, voire impactée par ce budget. D'accord. Monsieur Augustin Kyo, le président Alassane Ouattara avait annoncé que l'année 2022 allait être l'année du social. On a assisté à une flambée des denrées de première nécessité sur le marché. Pour l'année 2023, qu'est-ce qui est prévu pour ne pas vivre, qu'est-ce qui doit être fait pour ne pas vivre la même chose que l'année dernière? Bon, l'État, je pense que l'État avait annoncé des mesures, notamment le relèvement des salaires. C'était une façon pour l'État de corriger un peu, de rattraper un peu la situation de la flambée des prix. L'inflation qui est montée jusqu'à 4,5%, un peu plus. Mais voilà, l'État a estimé que, enfin, les institutions estiment que bon, l'inflation est plus ou moins continue. Mais donc la question de l'augmentation des salaires, l'augmentation du SMIC, tout ça, voilà. Et puis l'État avait mis en œuvre un programme qu'il a appelé PS-Gouv, c'est-à-dire le programme social du gouvernement qui comprenait par exemple les filets sociaux et puis des transferts de fonds à des familles qui avaient été ciblées. C'est que voilà, c'est que on peut toujours dire que c'est pas
tout le temps, en fait, c'est pas tout le temps que ce sont les familles les plus faibles, qui ont bénéficié de ceci ou cela. Et donc, ça, mais il faut quand même, il faut parfois de la transparence. Je dis pas parfois, il faut généralement de la transparence. Voilà. Et puis, faire en sorte que les gens qui doivent bénéficier des choses, de certaines choses, soient vraiment les bénéficiaires. Voilà. Et donc, cette année 2023, il est bon que l'État surveille réellement les prix. Les prix, moi, dans un autre milieu, j'ai quand même dénoncé le fait que le prix du carburant, on n'a plus assez de temps. Voilà, le prix du carburant reste haut. J'ai une petite voiture qui me permet de me déplacer, mais je pense que le prix du carburant est élevé. Et puis, tout récemment, quand même, on voit pour l'entretien routier, on a les péages. Donc, c'est ce qui rapporte de l'argent à l'État pour entretenir les routes. Mais on estime quand même que les coûts du péage sont élevés et ça entraîne aussi une flambée des prix parce que les chauffeurs, les propriétaires de véhicules... il faut que l'État regarde cela, il faut que l'État réduise. Et je parle au ministre Amédée Kouakou. Il faut qu'ils viennent d'ouvrir un autre péage sur l'autoroute Yamoussoukro-Bouaké. Par rapport à la question des infrastructures, je pense qu'on aura le temps d'en parler dans une prochaine émission. Merci encore, monsieur. On va juste conclure avec vous, honorable Dassansan, juste en 30 secondes, très vite. Qu'est-ce qui doit être fait cette année pour ne pas que 2023 ressemble à l'année civile 2022 ? Oui, mais l'année civile 2022, il ne faut même pas trouver qu'il y a eu quelque chose de calamiteux. Voilà, puisque la cherté de la vie que nous avons vécue a plusieurs facteurs. Et le facteur est indépendant de la volonté de l'État de Côte d'Ivoire. Malgré cela, les pouvoirs publics ont pris toutes les dispositions pour rassurer le peuple ivoirien, pour nous mettre dans les meilleures conditions. Je crois que nous devons féliciter notre gouvernement qui a anticipé et réglé le problème des Ivoiriens à temps. Donc vous voyez que nous, on devrait dire qu'on n'a pas trop de problèmes tant qu'on a un gouvernement prévoyant. Et c'est en cela que notre président, le président Alassane Ouattara, est vraiment à saluer. Et si j'ai 2 secondes, les questions de péage, c'est l'argent des Ivoiriens. C'est l'argent des Ivoiriens et il faut payer M. Kouyo. Parce que c'est l'argent des Ivoiriens. Ça sert à réparer les routes, ça sert à améliorer nos routes et nos routes sont bonnes aujourd'hui. Je crois que ça fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Merci à vous, monsieur. Merci, M. Augustin Kouyo. Merci, honorable. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'est la fin de ce numéro de Éco Débat. Restez sur Midi 1. L'information continue, bien évidemment.